Un millionnaire, se rendant sur la tombe de ses parents, aperçut par hasard un jeune sans-abri déposer une miche de pain sur une autre pierre tombale. Quelques jours plus tard, le millionnaire jeta son jeune frère en prison à cause de cet étrange garçon. Il est encore venu rendre visite à sa mère, n'est-ce pas, murmura Éléanore en serrant la fine couverture sur ses épaules. Je me demande où il trouve ce pain. Le portier ne répondit pas. Il se contenta d'un bref hochement de tête au plus par habitude que par compréhension puis se retourna vers sa thermos de café léger. Helena resta à sa fenêtre. La lumière du porche derrière elle projetait une ombre légère sur la vitre. Elle se tenait, comme toujours, les épaules voûtées et les mains jointes, comme quelqu'un qui attend un invité qui n'arriverait jamais. Dehors, la pluie tombait lentement, murmurant sur les arbres du cimetière comme une berceuse que seuls les morts pouvaient entendre. Une Mercedes noire entra, sa peinture ternie par des années de mauvais temps et de négligence. L'homme qui en sortit semblait appartenir à un autre monde ou une salle de réunion, un vernissage, peut-être un pantouse solitaire où le dîner était toujours réchauffé et le vin jamais tout à fait fini. Raymond Whitmore la quarantaine, millionnaire, discret, réservé, toujours seul déménagea tard. Non pas par oubli, mais parce que la journée était réservée aux investisseurs, au conseil d'administration et aux assistants qui frappaient trop doucement à la porte quand les nouvelles étaient mauvaises. La nuit était réservée aux choses qui ne requéraient plus son attention, mais qui, d'une certaine manière, pesaient encore sur sa conscience. Le gravier crissait sous ses chaussures tandis qu'il se dirigeait vers la pierre tombale familière, ses parents, côte à côte, leurs noms gravés dans un granit tendre, usé aux angles par le temps et le vent. Il se tenait là, sans un mot, les mains dans les poches de son manteau, un homme plus habitué au silence qu'à la parole. Puis, quelques pas plus loin, il s'arrêta. Au pied d'une petite pente, sous un cèdre, se trouvait une autre tombe plus ancienne, plus simple, sans fleurs, juste une pierre usée par les intempéries. Un enfant était agenouillé devant elle, petit et immobile, la miche de pain enveloppée au hasard dans un sac en papier déchiré. Le garçon ne priait pas. Il bougeait à peine, la tête baissée, les mains posées sur ses genoux, le silence l'enveloppant comme un manteau. Raymond se surprit à s'approcher. Le garçon ne broncha pas, peut-être était-il habitué à être ignoré, ou observé de loin sans que personne n'ose franchir la ligne pour le toucher. Ce n'est qu'à quelques mètres que Raymond leva les yeux. Son visage était pâle, légèrement tacheté de rousseur sous la pluie, ses yeux trop vieux pour ses joues. « Elle n'a pas froid ?» dit le garçon, répondant à une question qui n'avait pas été posée. « Le sol la garde au chaud » ajouta-t-il en désignant la tombe d'un signe de tête. Raymond cligna des yeux, son regard se portant sur la miche de pain. « Il est mou aujourd'hui » dit le garçon, « hier, il ne l'était pas. Ils m'en ont laissé un de chez Miller. Parfois, le pain est trop moisi. » Il haussa les épaules, comme si cela expliquait tout. Plus de sacs, plus de manteaux, plus aucun signe d'abri. « Quel âge as-tu » demanda Raymond en s'accroupissant, ses articulations craquant. « 7, répondit le garçon sans hésitation. « Quel est son nom » Le garçon se tourna vers la pierre et effleura les lettres « Margaret Thompson ». « Elle s'appelait Maggie » dit-il d'une voix claire et posée. « Mais je l'appelais maman. » Les mots s'écrasèrent comme des pierres dans la poitrine de Raymond. Raymond resta silencieux. La pluie coulait le long de son cou, trempant son col. Il remarqua les manches du garçon, effilochées aux extrémités, lourdes d'eau. « Tu viens souvent ici » demanda-t-il finalement. « Tous les dimanches et mardis » dit le garçon, « et les jours où je ne me fais pas prendre. » Raymond était sur le point de parler lorsque le garçon ajouta doucement, « Je pleure seulement parfois, pas à chaque fois. » Un souffle lent s'échappa de la poitrine de Raymond. « Je ne vais pas te demander de partir. » Le soulagement sembla envahir les épaules du garçon, les faisant retomber légèrement. Sur la colline, une faible lumière du porche vacillait à la fenêtre d'Helena Grant, un œil de vieille femme qui ne clignait pas, elle fredonnait la nuit, dit soudain le garçon, même quand il n'y avait pas de lumière, juste pour que je croie que tout allait bien. Sa confession résonna comme une pierre. « Je m'en souviens » murmura Raymond, même si une partie de lui ne s'en souvenait pas. Le garçon se tourna enfin pour le regarder correctement. « Pour qui es-tu venu » ? « Mes parents » hésita Raymond, puis ajouta, « Ce n'étaient pas des gens formidables, du moins pas pour moi. » Le garçon hocha la tête. « Peut-être qu'ils sont voisins maintenant. » Cela aurait dû paraître puéril, mais ce ne fut pas le cas. Une rafale de vent traversa les arbres et le sac en papier flotta. Raymond se leva, s'effleurant les genoux. Sans demander la permission, il retira son manteau et le drapa sur les épaules du garçon.
Il ne fait pas chaud, dit-il simplement, mais il fait sec. Le garçon resserra son manteau et baissa les yeux sur le pain. Elle aimait le seigle, murmura-t-il. Celui-ci est blanc, mais je n'ai pas pu choisir. Raymond ne parla plus. Il recula, hocha la tête et se tourna vers sa voiture, mais ne démarra pas. Il resta assis au volant, la pluie tambourinant sur le toit, à regarder le garçon s'agenouiller jusqu'à ce que le monde au-delà du cimetière s'efface de son esprit. De retour en ville, les stores du bureau de Raymond étaient toujours baissés après la tombée de la nuit. Il n'aimait pas l'idée d'être observé, non pas parce qu'il avait quelque chose à cacher, mais parce que certains chagrins préfèrent l'obscurité. Assis derrière son bureau, son manteau toujours sur lui, il lisait un mince dossier manille. Ses mains, d'ordinaire si fermes, tenaient les pages comme si elles allaient les blesser. Le nom de la femme, Margaret Thompson. 40 ans, décédée, veuve, sans parents vivants, sans frères et sœurs, un fils. Raymond déposa le dossier. Le rapport du détective privé était clair, net, mais sans détour comme souvent la réalité. Sa mort avait été qualifiée d'accident, elle avait traversé la rue et avait été percutée par une voiture qui avait pris la fuite. Aucune charge n'avait été retenue. L'affaire avait été classée en moins d'une semaine. Mais ce n'était pas la vérité. 2 jours plus tôt, Margaret avait déposé un rapport préliminaire au bureau du shérif au nom signé faisant état de harcèlement répété, de menaces, et même d'agression sexuelle de la part d'une personne puissante et influente. Le nom figurant sur le rapport était Victor Whitmore. Raymond s'adossa à sa chaise, les yeux rivés au plafond. Victor, son frère, son sang à qui il n'avait pas parlé depuis plus d'1 an. Il n'avait aucune relation d'affaires, pas de vacances, pas de vraie conversation. Ou peut-être Raymond manquait-il simplement de courage pour regarder. Victor vivait dans le gris, argent, influence, mâchoire acérée et langue de bois encore plus acérée. Les gens obéissaient à ses ordres parce qu'il leur faisait croire que c'était leur propre idée. Et s'il rechignait, Donald Reeves intervenait, l'avocat personnel de Victor, grassement payé, notoriété assurée et conscience latente. Le dossier montrait que Reeves avait agi rapidement après la mort de Margaret, il avait payé le gestionnaire immobilier, blanchi son nom du bail, clôturé son compte bancaire et scellé les dossiers de police sous une clause de confidentialité discret, rapide, permanent. Raymond ferma le dossier. Il ne pesait pas lourd, mais il avait l'impression d'être coincé dans sa poitrine. Il ne dit à personne où il allait ensuite. Paul Reynolds, le gardien du cimetière, arrosait l'herbe près du mur sud lorsque Raymond revint. Paul fit un signe de tête vers la tombe familière. « Oui, dit Raymond, je dois te poser des questions sur Margaret Thompson. » Paul cligna lentement des yeux. « On ne me pose pas beaucoup de questions à son sujet. Les gens d'ici ont presque oublié. » Raymond attendait. « Elle venait souvent ici, » continua Paul. Elle gardait la tombe de sa mère propre. Elle y amenait son fils, un garçon tranquille en veste rouge, même en été. Elle ne causait jamais d'ennui. Il marqua une pause. Elle avait cette façon de le regarder ni avec peur, ni avec honte mais comme s'il était la seule chose au monde à ne pas être brisé. Sur un marché près de la sortie de la ville, Carla Monroe stockait des oignons lorsque Raymond s'approcha. Elle avait l'habitude d'acheter les fruits abîmés, répondit Carla lorsqu'il lui demanda. Elle ne se plaignait jamais, elle prenait juste les fruits mous du tas et souriait, comme si elle avait trouvé une réduction secrète. « Elle t'a déjà parlé ?» demanda Raymond. « Pas beaucoup », répondit Carla. Une fois, elle est entrée avec une coupure à la lèvre et a dit qu'elle était tombée. Je n'ai pas demandé, mais j'ai déjà vu ce genre de chute. Raymond marcha 4 pâtés de maison plus loin et se retrouva à frapper à la porte d'une étroite maison en briques, des carillons éoliens suspendus immobiles à côté de la porte. Abigail Foster, l'institutrice de CE2, l'ouvrit vêtue d'un cardigan de taille trop grand. « Je me souviens de Caleb, » dit-elle doucement en s'écartant dans un salon silencieux. Margaret était toujours en avance aux réunions de parents, demandait toujours des nouvelles de lecture et ne manquait jamais un contrôle des devoirs. Après sa mort, il a cessé de venir, pas de mots, pas de formulaire de retrait, il a tout simplement disparu. J'ai déposé une demande d'aide sociale, dit-elle en baissant les yeux vers son thé, et j'ai reçu une réponse 2 semaines plus tard. Il disait qu'elle était instable, qu'elle avait des crises et que son enfant serait mieux placé en famille d'accueil. Mais il n'a été placé nulle part, il a tout simplement disparu. Raymond ne dit rien. Il n'avait pas de mots pour exprimer ce genre de malaise qui se cache derrière les sourires officiels. Dans la résidence où Margaret avait vécu, Patrick Doyle s'appuyait contre l'encadrement de la porte,
comme s'il se fichait qu'elle reste ouverte. Elle payait son loyer à temps, dit-il. Mais elle donnait la chair de poule aux gens, elle regardait toujours par-dessus son épaule, comme si quelqu'un l'observait. La voix de sa femme Nancy s'interrompit intérieurement, ce garçon traîne encore quelques rues plus loin. Près de la laverie. On aurait dû appeler quelqu'un, il n'a rien à faire là-bas. Raymond observa le couloir sombre avant de partir. Près de la sortie de la ville, il trouva Vera Sims derrière sa clôture grillagée, vêtue d'une robe jaune et imprégnée d'un parfum suspicieux. Oh, elle, grogna Vera. Elle s'est toujours crue meilleure que nous, elle ne nous a jamais fait signe. Je disais aux gens que quelque chose n'allait pas. Une femme qui a des secrets, dit Raymond. Que leur as-tu dit exactement? Vera fit la moue. Je leur ai dit de tenir leurs enfants à distance. Je n'aimais pas sa façon de fixer les gens, et je n'étais pas la seule. Alors qu'il se retournait pour partir, elle l'appela, tu sais, il y a un journaliste qui a écrit tout un article sur elle. Tu devrais le retrouver. Ce soir-là, sous la faible lueur de son tableau de bord, Raymond lut l'article de Cynthia Marks, intitulé « Femme de l'ombre, une tragédie que personne n'a vu venir ». Il dépeignait Margaret comme instable, imprévisible et isolée. Ses voisins parlaient d'un sentiment d'insécurité, un passé suspect était évoqué sans aucune source vérifiée. La section commentaires était désactivée depuis longtemps. Il a appelé le numéro indiqué sur la page de l'auteur. Cynthia a répondu à la deuxième sonnerie. « Je veux savoir pourquoi tu as écrit ça » a-t-il dit. « L'intérêt public » répondit-elle sèchement. Elle n'était pas publique, elle était seule, et votre article a veillé à ce qu'elle le reste. Elle était mentalement perturbée, insista Cynthia. Vérifiez les rapports que j'ai. Raymond marqua une pause, la voix calme mais inébranlable. Tu as contribué à sa mort. Elle a raccroché. Plus tard, sur la tombe de Margaret, il se tenait debout dans le vent froid où la pluie était contenue mais l'air était vif. Il n'apporta pas de fleurs et ne parla pas. Quelque chose dans son immobilité portait des excuses. Une voix douce murmura derrière lui, le garçon s'appelle Caleb. Il se tourna et aperçut Helena Grant, juste derrière le portail, le regard doux. J'ai pensé que tu aimerais savoir, dit-elle. Il hocha la tête, le nom lui semblait comme une clé dans la tête. Je le retrouverai, promit-il. Le petit sourire d'Helena était à moitié triste, à moitié fier. Ce soir-là, l'air était chargé d'une odeur de pierre humide et d'une odeur ancienne, le métal et l'écorce de pin. Un brouillard bas flottait au-dessus du sol, comme si la terre elle-même exhalait. À travers le portail en fer noir, Raymond aperçut à nouveau le garçon. Même manteau fin, même silence. Cette fois, il était assis sous une arche de pierre près de la remise du gardien, les genoux serrés contre la poitrine. Raymond ne s'approcha pas. Il déposa une thermos de thé chaud sur le rebord de briques, à quelques mètres de là, plia une écharpe en laine sèche à côté et recula. Caleb ne parlait pas, mais ne bronchait pas. Les jours suivants, le rythme devint calme. Raymond arrivait avec une barre de céréales, une couverture, parfois un exemplaire de poche du vent dans les saules, laissant chaque cadeau à portée de main. Caleb ne posait jamais de questions, mais peu à peu, l'espace entre eux se rétrécit. Un soir, Raymond trouva l'écharpe nouée autour d'un tronc d'arbre comme un drapeau improvisé. Un autre jour, le livre était ouvert au chapitre 3, sa tranche légèrement courbée comme si elle avait été lue et refermée avec soin. Pourtant, le garçon ne le remercia jamais ou du moins pas par des mots. Puis vint la nuit la plus froide du mois. La pluie tomba dru et tôt, et le brouillard enveloppa chaque pierre tombale d'un flou fantomatique. Les chaussures de Raymond s'enfoncèrent dans la boue molle tandis qu'il cherchait, paniqué, jusqu'à ce qu'il aperçoive une petite silhouette recroquevillée sur un banc de bois près du mur du fond, trempée jusqu'aux os, une main serrant une croûte de pain. Sans un mot, il retira son manteau et enveloppa le garçon. Caleb remua, mais n'opposa aucune résistance, il soupira simplement, d'une voix rauque, et posa sa tête contre l'épaule de Raymond, comme s'il était trop épuisé pour soupçonner quoi que ce soit. Le trajet en voiture se fit en silence. Raymond laissait le chauffage allumé et jetait un coup d'œil de temps en temps, se demandant si Caleb dormait ou refusait simplement de parler. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, les vêtements du garçon étaient humides, mais ne dégoulinaient plus. Raymond le porta à l'intérieur et le déposa délicatement sur le canapé du salon. Il disparut dans le couloir et revint avec une serviette, un t-shirt propre beaucoup trop grand et un pantalon de jogging à cordons. « Je vais laisser ça ici, dit-il. La salle de bain est à droite. » Il s'installa dans un vieux fauteuil,
tenant une chemise pliée en flanelle ou une vieille chemise qui avait appartenu à son fils. Caleb émergea lentement, le regard rivé comme celui d'un chat acculé. Le t-shirt l'engloutit et le jogging effleura le sol. « Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux, » dit doucement Raymond, plus par instinct que par calcul. « Personne ne te demandera d'appeler qui que ce soit, pas ici. » Caleb ne répondit pas, mais il s'assit sur le sol au bord du tapis et fixa le mur comme s'il mémorisait chaque fissure et chaque ombre. Le lendemain matin, Emily arriva, la fille de Dean Carter et amie proche de Raymond, avocate, ne frappant qu'une fois avant d'entrer, un plateau de semis en pot et des truelles de jardinage sous le bras. « C'est lui, » murmura-t-elle, le regard doux. Raymond hocha la tête. Emily s'agenouilla près de Caleb sans lui demander son nom, elle brandit simplement un pot de pousse de soucis. « Elles ont l'air fragiles, mais elles ne le sont pas, » dit-elle. Les feuilles se plient, ce n'est pas la même chose que se briser. Caleb la regarda, incertain. Lorsqu'elle lui offrit une truelle et lui demanda s'il voulait bien l'aider à les planter, il se leva et la suivit, la confiance naissante dans ses pas lents et réguliers. Ce soir-là, ils dînèrent à la longue table en chêne près de la fenêtre. Raymond servit des spaghettis trop cuits, achetés en magasin, mal répartis, mais partagés avec une délicatesse discrète. Caleb ne se plaignit pas. Pour la première fois, il ne se pencha pas sur son assiette, il resta simplement assis, présent, comme si rompre le pain pouvait recoller les morceaux déchirés d'une enfance perdue. Il ne serra pas le petit pain dans ses coudes comme s'il allait lui être arraché. Il mâcha lentement, avala, puis prit un verre d'eau. « Demain, » dit doucement Raymond, « je ferai quelque chose de mieux. » Caleb leva les yeux, pas complètement, juste assez pour enregistrer la promesse. Pour Raymond, ce moment ressemblait à un début. Plus tard dans la nuit, après que Caleb se soit endormi sur le canapé sous deux couvertures, Raymond sortit sur le porche. La pluie avait cessé et les marches en bois étaient glissantes de gouttes. Il s'assit, les mains posées sur ses genoux, et contempla le trottoir brillant de la rue. Quelque part à l'intérieur, un enfant respirait doucement. Quelque part ailleurs, une femme nommée Margaret gisait enfouie sous la terre humide et une pierre tordue. Il ne pouvait pas changer ce qui s'était passé, mais il pouvait garder de l'espace pour ce qui allait suivre et, peut-être, commencer à appeler cela quelque chose comme la guérison. Les premiers matins passèrent comme des questions murmurées qu'aucun d'eux n'osait poser. Caleb resta dans la chambre d'amis mais ne ferma jamais complètement la porte. Raymond prépara le petit déjeuner, toast, rien d'extraordinaire, et laissa l'assiette sur l'îlot de cuisine sans annoncer qu'elle était prête. Certains jours, la nourriture disparaissait avant son retour. D'autres jours, elle restait intacte pendant 1 heure, pour disparaître ensuite discrètement. Ils se déplaçaient l'un autour de l'autre comme deux personnes partageant la même pièce sans s'attendre à se comprendre. D'une certaine manière, cela a fonctionné. Raymond essayait de ne pas rôder, il n'était pas sûr de ce dont un garçon comme Caleb avait besoin, et il avait appris depuis longtemps que le chagrin exige souvent de la présence plutôt que des réponses. Les soirées devenaient leur point d'ancrage. Ils s'enfonçaient chaque soir dans le même canapé en cuir usé, Raymond à gauche, Caleb recroquevillé sur le sol, les genoux repliés. La télévision diffusait des documentaires sur la nature ou des dessins animés aux couleurs douces. Un soir, Raymond laissa la télécommande à côté de Caleb sans un mot. La nuit suivante, ce fut Caleb qui la prit. Emily passait tous les 2 jours, apportant parfois de nouvelles plantes, posant parfois des questions déguisées en conversation informelle. « Tu crois que les chiens savent quand tu es triste ?» demanda-t-elle un après-midi alors qu'il creusait de petits trous près de la clôture. Caleb ne répondit pas. Il enfonça son doigt dans la terre et fit un nid parfait pour la mode du souci. Plus tard dans la semaine, Emily lui tendit un pot en terre cuite aux pétales jaunes qui se déployaient. Il ne la regarda pas en le prenant, murmurant « Emily m'a dit de la porter ». Le posant à côté de la salière, il baissa la tête. « Dis-lui merci », insista Raymond. Caleb hocha la tête une fois, à peine. Par un mardi matin calme, Raymond emmena Caleb à l'épicerie presque vide. Il ne mentionna ni les chaussures usées ni la veste ample. Il désigna simplement le rayon des baskets. « Votre pointure est entre 7 et 8. Essayez en quelques-unes. » Caleb se pencha maladroitement, évitant le regard du caissier. Après 3 paires, il trouva la bonne. À la caisse, Raymond glissa sa carte sans demander si Caleb les aimait. « Elles seront plus adaptées à la marche, » dit-il. Ils parcoururent 3 allées avant que Caleb ne prenne la parole. « Je peux choisir quelque chose ?» demanda-t-il, les yeux baissés. Caleb se dirigea vers les produits secs,
resta près de 5 minutes devant le rayon des nouilles, puis choisit un paquet de ramen nature. Raymond examina le paquet, puis en ajouta discrètement un deuxième, un pour le déjeuner, un pour le secours. Les lèvres de Caleb se retroussèrent presque à ce geste. Jeudi après-midi, le ciel était si couvert qu'il rendait les rues silencieuses. Raymond demanda à Caleb s'il voulait aller quelque part. Le garçon haussa les épaules, alors Raymond conduisit. Ils roulèrent en silence, les mains de Caleb jointes sur ses genoux, les yeux scrutant les arbres. Aux portes du cimetière, Caleb hésita mais détacha sa ceinture de sécurité sans instruction. Ils marchèrent ensemble, pas côte à côte. Sur la tombe de Margaret, Caleb s'agenouilla sans qu'on le lui demande. De la poche de son manteau, il sortit un petit pain doux, enveloppé dans du papier sulfurisé, et le déposa délicatement contre la pierre. Il ne parla pas, se contentant de regarder vers le haut tandis que les nuages dérivaient, laissant des taches de lumière reconsidérer leur poids. Raymond s'attarda à une distance respectueuse. Au bout d'un moment, Caleb se leva et le regarda. « Elle aimait les plus doux, dit-il. » Raymond hocha la tête. Caleb ne pleura pas et ne toucha pas la pierre, mais lorsqu'il se retourna pour partir, il le fit s'entraîner les pieds. Ce soir-là, ils s'assirent de nouveau sur le canapé. La télévision vacillait, affichant des images de baleines se déplaçant lentement sous l'eau sombre. Raymond se renversa en arrière. « Tu es déjà allé à l'océan ?» demanda-t-il. Caleb secoua la tête. « Je n'aime pas les endroits où je ne peux pas rentrer à pied. » Raymond sourit, non pas à la réponse, mais à son honnêteté. « Tu peux revenir d'ici à pied quand tu veux, dit-il. » Caleb ne répondit pas, mais il se pencha légèrement vers la gauche au plus près qu'avant et à cet instant, Raymond réalisa qu'il n'attendait pas que quelque chose commence. Il était déjà en plein dedans. Tard dans la nuit, bien après que la vaisselle fut faite et que les lumières du couloir se furent tamisées, le téléphone de Raymond sonna. Il répondit dans le bureau, la porte à moitié fermée, la voix basse par habitude. Caleb, agité, descendit l'escalier à pas feutrés, ses pieds silencieux sur le bois. Il se figea derrière la rampe en entendant le nom de Dean Carter. Il n'avait pas voulu écouter, mais une fois les premiers mots prononcés, son corps ne bougea plus. « Je veux juste arranger les choses, » dit Dean. « Pas pour moi, pour Margaret, pour ce garçon. » Il y eut un silence, et Caleb tendit l'oreille pour saisir chaque syllabe. « Je sais que ça n'effacera pas ce que Victor a fait, » poursuivit Raymond, la voix ferme mais teintée de défaite. « Mais peut-être que ça peut effacer un peu de cette souillure du nom de famille. » La logique posée de Dean flottait dans l'air. Raymond ajouta doucement, « Je ne suis pas son père. Je n'étais pas là pour Margaret. » J'ai fermé les yeux. Il est tout ce qui reste. C'est peut-être comme ça que je trouve l'équilibre. Le lendemain matin, la maison semblait avoir changé. Il ne faisait pas plus froid, mais un peu de chaleur s'était retirée. Raymond posa une assiette d'œufs et de toast sur le comptoir comme toujours, mais les pas ne se firent jamais entendre. Il frappa légèrement à la porte de la chambre d'amis. Elle s'ouvrit légèrement. Caleb se tenait là, comme s'il avait enterré quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. « Ça va ?» demanda Raymond. Caleb haussa les épaules, ni froid ni impoli, juste distant. « Tu n'es pas obligé de manger, » proposa Raymond doucement. « Mais tu devrais. » Caleb hocha la tête, puis ferma la porte avec une douceur délibérée. Quand Émilie arriva avec un plateau de plants de lavande, Caleb était déjà dans le jardin, debout près de la remise à outils, sans toucher la terre. Émilie fit un signe de la main, esquissant un sourire hésitant. « L'odorat aide certaines personnes à se détendre, dit-elle. » Caleb regarda le plateau, puis le regarda dans le vide. « Je ne veux rien planter aujourd'hui. » Elle cligna des yeux, respectant le silence qui signifiait qu'elle n'était pas l'endroit sur qui il avait cru. Ce soir-là, Raymond revint de faire les courses et trouva la maison trop calme. Le salon était intact. Sur la table à manger se trouvait un morceau de papier plié au pas d'enveloppe, juste une phrase en petites lettres soignées. « Je n'ai pas besoin de pitié. Ma mère me manque. » Ça suffit. Raymond resta figé, le lisant 2 fois avant de bouger avec une urgence soudaine. Il attrapa son manteau et claqua la porte plus fort qu'il ne le voulait. Dehors, la tempête avait déjà commencé, de lourdes gouttes de pluie s'écrasèrent sur le pare-brise comme du gravier alors qu'il s'éloignait. Il chercha les rues sans relâche, d'abord les lieux habituels, le banc du parc près de la laverie, le surplomb silencieux du restaurant, l'allée ombragée derrière le magasin de Carla. Il ne trouva rien.
Au moment où il atteignit l'arrêt de bus à l'angle de Lincoln et de la 12e rue, sa respiration devint superficielle et frénétique et la pluie avait trempé chaque mèche de ses cheveux. Il marchait à travers des flaques d'eau scintillantes presque sans le remarquer, appelant le nom de Caleb une fois, puis une autre fois dans un murmure plus doux. Chaque visage qu'il croisait se brouillait dans l'anonymat, comme s'il poursuivait un fantôme plutôt qu'un garçon qu'il aimait. Pourtant, il continua, 2 pâtés de maison plus loin, jusqu'au coin d'une rue mouillée par la pluie. Là, une voiture noire tournait au ralenti sous la faible lueur d'un lampadaire. Ses vitres teintées ne trahissaient rien, à l'intérieur, le conducteur en laine sur mesure observait chaque mouvement. Victor Whitmore était assis sur le siège passager, le regard froid et calculateur, tandis que Donald Reeves, au volant, fixait son téléphone, écoutant à moitié les gouttes de pluie claquer sur le pare-brise. « Tu es sûr de vouloir aller ici ?» demanda Victor en ajustant le rétroviseur. Donald hocha la tête, l'air ennuyé. Moins de caméras, moins de bruit. Le regard de Victor se déplaça, et à cet instant, il le vit, Raymond, trempé jusqu'aux os, affolé, traversant l'intersection en trombe, son souffle embué dans l'air froid de la nuit. Il s'engagea dans une ruelle en criant quelque chose que l'averse avait fait fuir. Victor murmura, « Qui diable poursuit-il » Donald ne leva pas les yeux. Victor tapota la vitre du poing. Ce n'est qu'un enfant. Alors pourquoi répare-t-il la tête? Il se pencha en avant, les doigts joints. Intéressant. Pendant ce temps, Raymond s'arrêta près d'une vieille laverie, penché, les mains sur les genoux. La pluie lui collait au visage, et pendant un instant, il pensa à Margaret non pas comme à un fantôme, mais comme à quelqu'un qui avait autrefois traversé une tempête comme celle-ci, portant un garçon qu'elle avait juré de protéger. Maintenant, c'était son tour. Ses poumons brûlaient, mais il continua de courir, car il y a des choses qu'on ne fuit pas, on les poursuit. Plus tard, dans son bureau du centre-ville, Donald Reeves alluma un cigare, la fumée s'élevant comme une pensée qu'il refusait de partager. En face de lui était assis Victor Whitmore, costume impeccable, le regard froid. Donald tapota un dossier. « Il est toujours avec le garçon, dit-il. » Victor ne sia pas, tous les jours de la semaine. Il a maintenant séché 2 réunions du conseil d'administration, demandé à son assistant de réacheminer les appels, et même abandonné le projet en Arizona. Victor regarda par la fenêtre, mais ne vit que son propre reflet. Il perd le contrôle, ajouta Donald d'un ton décontracté, comme s'il analysait les tendances du marché. Investir dans une trop grande proximité émotionnelle entraîne des risques pour le public. La victime s'appelle Caleb Thompson, le fils de Margaret? Victor rompit enfin le silence. Donald hocha la tête, pensif. Tu t'es occupé de la femme. Victor serra les dents, mais détourna le regard. Donald se pencha, il faut qu'on s'occupe de ça avant que Raymond ne se mette à fouiller. Victor hocha la tête. Faisons le ménage. Pas de scandale, pas de bruit, rappelez-lui juste pourquoi le silence est important. Donald écrasa son cigare. Greg Mater est notre homme. Il entre et sort des garages souterrains, par tard. Pas d'armes, juste une tape sur l'épaule. Greg fit craquer ses jointures et sourit. Ce soir-là, Raymond marcha seul jusqu'à sa Lexus, sur le parking du bas, sous les lueurs des néons qui clignotaient au-dessus de sa tête. Il ne remarqua l'ombre que lorsqu'elle bougea, 2 mains le plaquèrent contre le capot. C'est drôle comme certains oublient ce que vaut le silence, dit Greg d'une voix douce, amusée. Raymond tenta de riposter, mais un coup de poing atterrit dans ses côtes, suffisamment pour le blesser, lui rappelant qu'il ne pouvait pas réécrire l'histoire. Avant que Greg ne puisse frapper à nouveau, une voix s'éleva dans la nuit. L'agent Ray Collins, en congé, avait repéré la bagarre et était intervenu. En 3 enjambées, il arracha Greg de Raymond et le plaqua au sol. Les menottes claquèrent. « Vous allez bien, monsieur Whitmore ?» demanda Ray. Raymond hocha la tête, le souffle court. Il fusilla Greg du regard. Greg cracha un nom, c'est Reeves qui m'envoie. Raymond n'est pas rentré chez lui. Il était assis dans sa voiture, les jointures blanches sur le volant, pensant à Margaret, à quel point elle avait dû se sentir seule, à quel point tout le monde détournait le regard. Pas cette fois. Le lendemain matin, Dean Carter a appelé. On a peut-être une piste, a-t-il dit. Un camionneur à la vieille station-service près de la 78 a repéré un garçon endormi près des bennes à ordures. Raymond a attrapé son manteau et est parti, le vent hurlant sur Cary Road. La station était creuse, ses vitres tachées.
Derrière elle, entre deux poubelles, était assis Caleb, sweat à capuche trempée et affaissée, les bras enroulés autour des genoux. Raymond se gara, sortit et s'accroupit à 1,50 m. Pas de discours, pas de répétition, juste la vérité. Je ne suis pas parfait, dit-il doucement, mais je ne pars pas. Pas encore. Les yeux de Caleb se levèrent, méfiants, mais Raymond n'y vit que de l'épuisement, comme si la confiance était trop chère. Raymond retira son manteau et le drapa sur les épaules du garçon comme un bouclier. Caleb ferma les yeux, non pas à cause du sommeil, mais par une sensation plus douce, comme si la permission ne lui avait jamais semblé aussi réelle. Cette nuit-là, Raymond n'appela pas Dean et ne répondit pas à ses emails. Il s'assit à côté de Caleb sur le sol de son salon, observant sa poitrine se soulever et s'abaisser. Victor avait peut-être fait un geste, mais cette fois, Raymond tint bon. La salle d'audience 2B sentait le vieux papier et le parquet ciré, le poids des décisions pesant dans l'air. La lumière du soleil filtrait à travers de hautes fenêtres, illuminant les grains de poussière dans la pièce silencieuse. Caleb était assis à côté d'Émilie sur le banc de la 3e rangée, les jambes pendantes. Émilie murmura quelque chose à propos des lunettes du juge ou du bourdonnement du ventilateur au-dessus de sa tête. Caleb ne rit pas, mais ses épaules se détendirent. Devant, le doyen Carter classait les dossiers avec une précision chirurgicale. Raymond était assis un rang derrière, son costume impeccable mais ses genoux crispés par l'inquiétude. Le juge Henry Malone entra, la posture lourde de fardeaux inexprimés. Le doyen se leva. « Votre honneur, nous déposons une requête officielle pour une enquête civile et pénale sur la mort de Margaret Thompson. » Malone cligna des yeux. Cette affaire était close. Dean soutint le regard du juge. Incorrectement. Nous avons de nouveaux témoignages, des preuves et des témoins prêts à témoigner sous serment. Malone observa Caleb, petit mais inébranlable, puis soupira. Continuez. Le docteur Olivia Brooks prit la parole. La première pas de blouse blanche, juste une blouse bleue. J'ai vu Margaret 2 fois, dit-elle d'une voix ferme. La deuxième fois, ses bras étaient couverts de bleu profond. Je lui ai posé des questions sur son assurance. Elle n'a pas protesté, elle a simplement hoché la tête. Son silence était pesant, elle le regrettait encore. Lucy Jennings, qui tapait sur la canne, a raconté la terreur de Margaret à l'église, comment les gens ont ignoré ses craintes. Puis Noah Ellis, un camionneur, a déclaré avoir vu Victor Whitmore crier assez près pour l'effrayer, mais il est parti. Joanna Fields, qui avait refusé l'aide au logement à Margaret, a admis son propre échec et s'est engagé à réparer ses torts. L'agent Ray Collins a ensuite présenté une clé USB, un enregistrement audio de Greg Matter et d'une autre partie, où il dénonçait Victor Whitmore et Donald Reeves, complotant pour « nettoyer » la vie de Margaret. Le juge a marqué une pause, puis s'est tourné doucement vers Caleb. « Vous comprenez » Caleb a hoché la tête. « Vous êtes très courageux. » Raymond se redressa. Dean s'avança, nous demandons la réouverture de l'enquête, l'inculpation civile, la procédure pénale et la protection des témoins pour le garçon et les informateurs clés. Malone croisa les mains. Ce tribunal examinera tous les documents dans les 48 heures. Si les preuves sont valables, nous poursuivrons. Il se leva et partit, le silence qui suivit étant plus puissant que n'importe quel coup de marteau. Dehors, le ciel était vaste et bleu acier. Caleb était assis sur les marches du palais de justice, Émilie à ses côtés. « Ça va » demanda-t-elle. Caleb hocha la tête. Ils la crurent. Raymond serra la main de Dean. « On n'a pas fini » dit Dean. Raymond hocha la tête. « Mais on a commencé. » Dans un monde qui oublie vite, c'était tout. La pièce était étroite, sans fenêtre et toujours un peu trop froide, le genre d'endroit où les gens se penchaient pour chuchoter, non pas par courtoisie, mais parce que leur voix semblait trop forte pour un espace aussi restreint. Aujourd'hui, cependant, la vérité a fait bien plus que murmurer, elle s'est levée. Donald Reeves est apparu à la table de la défense, vêtu d'un élégant costume à rayures, arborant la confiance assurée d'un homme habitué à gagner avant même que la première objection ne soit formulée. Avec un calme délibéré, il s'est levé, comme si chaque retard dans ce palais de justice n'avait fait qu'accentuer son avantage. « Votre honneur » commença-t-il d'une voix douce comme la soie, nous demandons le rejet de cette procédure pour défaut de fondement juridique. L'enregistrement audio allégué est irrecevable en vertu de l'article 293b du Code et ne bénéficie pas d'une chaîne de possession appropriée. De plus, avant que le juge n'intervienne, Dean Carter s'est levé à son tour.
Nous avons signé les déclarations sous serment de l'agent Ray Collins et de la procureure adjointe Michelle Rowe. La chaîne de possession est intacte et l'enregistrement a été obtenu légalement dans le cadre d'une enquête pour agression. Reeves inclina légèrement la tête, une lueur amusée dans le regard. Hors sujet. Si chaque conversation animée valait aveu, la moitié de la ville serait derrière les barreaux. Raymond, assis juste derrière Dean, resta immobile. Son regard, cependant, était fixé sur Reeves comme s'il avait enfin percé le brouillard qui obscurcissait une montagne invisible. Le juge resta silencieux, se contentant d'un bref signe de tête adressé à l'huissier. Écoutez l'enregistrement. Des parasites sifflaient dans les haut-parleurs de la salle d'audience, puis la voix de Greg Matthews se fit claire, pas de bruit, juste pour lui faire peur. Le vieux est plein de culpabilité. Appuie un peu, il va reculer. Une autre voix, celle de Reeves, suivit, faites bien comprendre qu'il continue à creuser, il n'y aura pas de deuxième avertissement. Le nom de Victor n'a jamais été mentionné. Compris, Greg. Un bref silence, la voix de Reeves plus douce, il ne le fera pas. Ils ne le feront jamais, tout comme sa mère. Un silence si profond s'abattit qu'il sembla étouffer le bruit. Donald Reeves resta impassible, même si quelque chose dans sa mâchoire crispée trahissait une tension. Le juge Malone l'observa suffisamment longtemps pour évaluer si une citation pour outrage au tribunal pourrait suffire. Il prit enfin la parole, nous allons reprendre l'audition des témoins. Appelez Gregory Matthews. Greg s'avança en traînant les pieds, sur ses gardes et menotté, la chemise froissée et le regard détaché. Dean ne le pressa pas. Il n'avait pas à le faire. Qui t'a embauché? Demanda Dean. Le regard de Greg se posa sur Victor Whittemore, assis de l'autre côté de la pièce, silencieux et immobile. Un petit sourire entendu se dessina sur ses lèvres. Victor Whittemore, dit-il. Le sang-froid de Victor se brisa légèrement. Dean hocha la tête. Reeves refusa de le contre-interroger. Puis Caleb se leva. Personne ne s'attendait à ce qu'il parle, et pourtant il s'avança, serrant un petit paquet de tissu. La voix de Dean exprimait son inquiétude. « Tu n'es pas obligé de... » « Je veux bien, » interrompit Caleb en se tournant vers le juge. « Je ne connais pas toutes les lois ni les grands mots. Je ne comprends pas tout ce qu'ils disent. » Sa voix tremblait de vérité. « Je connais juste ma mère. » Avec précaution, il déballa le torchon pour révéler un petit pain légèrement écrasé, un bord mordu, le reste intact. « Je lui laissai ça après sa mort, » dit-il, les yeux brillants mais posés. « Je pensais qu'elle le sentait, où qu'elle soit. » Il déglutit. On la traitait de folle. On disait qu'elle mentait, qu'elle inventait des choses. Son ton n'était pas répété, juste douloureusement vrai. Elle n'était pas folle. Elle avait peur, et personne ne l'aidait. Il fixa Victor. Elle n'avait ni argent, ni avocat, ni appareil photo. Mais elle m'avait. Et maintenant, je l'ai. Se tournant vers le juge, je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin d'excuses. J'ai juste besoin qu'on croie ma mère une fois. Caleb s'assit. Le silence régnait. Même le juge Malone marqua une pause plus longue que d'habitude avant de s'éclaircir la gorge, de remuer des papiers et de lever enfin les yeux. Les poings de Raymond étaient serrés, les jointures blanches, mais il ne bougea pas et ne versa pas une larme, pas tout à fait. Mais quelque chose en lui avait cessé de s'excuser pour ses vieilles blessures. 3 jours plus tard, un modeste rôle a été affiché devant la salle d'audience 2B à 7 heures du matin, avant même que le bâtiment ne soit pleinement éclairé. Dans le cadre du dossier numéro 91 483, Victor Whittemore a été reconnu coupable d'entrave à la justice, de complot en vue de commettre des voies de fait et d'intimidation illégale d'un témoin fédéral. Aucune libération sous caution n'a été accordée. Donald Reeves a fait l'objet d'une enquête et son permis de conduire a été suspendu indéfiniment dans l'attente des résultats de l'enquête. Le doyen Carter lut l'avis et se tourna vers Raymond. On a réussi. Raymond ne sourit pas, mais sa voix était revenue, on s'est parlé. C'est ça qui compte. En chambre, le juge Malone a officialisé la situation. Sans hausser le ton ni afficher de fierté, il s'est simplement exprimé en homme qui avait longtemps attendu que des paroles honnêtes lui parviennent. Je trouve le témoignage cohérent, crédible et corroboré par des preuves et des déclarations vérifiées, a-t-il déclaré en hochant brièvement la tête vers Caleb. Ce tribunal reconnaît une grave lacune dans les procédures antérieures et accepte la requête en pleine procédure pénale. Il a frappé du marteau une fois un léger bruit,
mais qui a ramené le sol d'un pouce vers le centre. Dehors, les journalistes se bousculaient, mais les véritables gros titres ne se concentraient pas uniquement sur Reeves ou Whitmore. Vera Sims fut publiquement condamnée, officiellement citée par le conseil municipal pour avoir répandu de fausses allégations qui avaient aggravé l'isolement de Margaret. Elle fut radiée de la surveillance de quartier et du conseil scolaire. Patrick et Nancy Doyle conclurent un accord à l'amiable dans un procès civil pour expulsion par négligence et désinformation volontaire dans les évaluations des locataires. Caleb ne connaîtrait jamais le montant. Cynthia Marks, la journaliste qui avait qualifié Margaret d'instable, fut réprimandée par le conseil de presse de l'État. Son journal rétracta l'article. Matthew Boyd, ancien assistant de Reeves, a démissionné de son poste en centre-ville, abandonné les costumes sur mesure et rejoint la clinique juridique du centre communautaire de la 4e rue. Interrogé sur les raisons de ce départ, il a répondu « Les personnes comme elles ne devraient pas être faciles à oublier ». Ce vendredi-là, Emily rencontra Caleb sur les marches du palais de justice. Elle tenait à la main une boîte de pâtisserie froissée et 2 couronnes en papier. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en fronçant les sourcils. « Gâteau de la victoire » sourit-elle. « Tu peux te passer de la couronne si tu manges au moins le glaçage. » À l'intérieur de la boîte, un gâteau au chocolat rond, à moitié affaissé, mais brillant d'un glaçage jaune sur lequel était écrit « Tu avais raison ». Caleb donna un petit coup au glaçage, et un rire sec et spontané rompit des mois de silence. Raymond se tenait près des portes, observant. Il croisa le regard d'Emily et hocha simplement la tête. Plus tard, à la maison, le silence était différent, un lieu sûr, non vide. Raymond était assis dans son fauteuil, un livre à moitié lu sur les genoux. Caleb marchait derrière lui, pieds nus, son sweat à capuche trop grand. Il ne s'arrêta pas, mais dit « Bonne nuit ». « Dors bien », répondit Raymond, et cela suffisait. Le matin arriva doucement et lentement. Caleb se tenait devant le miroir, lissant le col d'une chemise propre et bien lavée, laissée par des mains qui n'avaient jamais demandé de remerciements. Sur le comptoir de la cuisine, une serviette en lin enveloppait une miche de pain fraîchement cuite dorée, ronde, encore chaude. Émilie l'avait badigeonnée d'œufs et de graines de sésame, comme le faisait autrefois sa grand-mère. Le chemin jusqu'au cimetière était calme. Pas de nuages, pas de pluie, juste le chant des lèveteaux et les trottoirs attendant les pas du jour. Raymond conduisait sans parler, Émilie et Helena Grant, tenant un petit bouquet de soucis, étaient assises derrière lui. Au portail, Caleb sortit le premier, son pain serré contre lui. Personne ne le suivit, c'était son moment. Il marcha entre des rangées de pierres silencieuses jusqu'à une pierre tombale simple et brute, Margaret Thompson. À genoux, il déposa le pain à sa base et inclina la tête. « Maman » murmura-t-il, « aujourd'hui, j'ai apporté du pain frais. » Sa voix était assurée, ses mains ne tremblaient pas, « Je ne suis plus seul. » Il s'attarda, immobile, simplement avec elle, avec l'espace qu'elle lui laissait, avec cette part d'elle qui ne cessait de marcher à ses côtés. Une brise souleva le bord de la serviette. Un pétale de souci s'échappa du bouquet d'Helena et atterrit délicatement sur la pierre. Caleb se pencha pour le ramasser et sourit une courbe douce qui ne demandait pas à être remarquée. Près du portail, Raymond observait, les mains dans les poches de son manteau. Émilie se tenait assez près pour que leurs épaules se frôlent. « Il va bien » murmura-t-elle. Raymond hocha la tête, sans quitter des yeux le chemin emprunté par Caleb. Plus tard, Helena murmura, « C'est étrange comme la guérison n'arrive jamais comme on l'attend, avec fracas ou avec fracas. » Émilie jeta un coup d'œil de côté. « Non » acquiesça-t-elle doucement. « C'est ça, un garçon, une miche de pain et un silence qui, finalement, ne fait pas mal. » Le printemps semblait arriver tôt cette année-là. Dans le jardin d'arrière-cour, planté par Émilie et Caleb, les soucis débordaient des bordures, la lavande embaumait l'air. Raymond s'y retrouvait plus souvent, taillant, arrosant, fredonnant même une vieille chanson dont il ne se souvenait plus depuis des décennies. Émilie commença des cours de psychologie infantile le week-end. « Je crois que je veux travailler avec les enfants », confia-t-elle un soir en coupant des carottes pendant que Caleb mettait la table. « Pas pour les soigner, juste pour mieux les écouter. » Caleb hocha la tête. « Tu es déjà doué pour ça. » L'instant passa, mais s'éternisa. Dean Carter venait moins souvent, mais il apportait toujours des pâtisseries et restait prendre le thé. Un après-midi, sur la véranda, il fit remarquer, « Tu n'étais pas obligé d'accueillir ce garçon. » « Je ne l'ai pas fait, » répondit Raymond. « Il m'a laissé entrer. » Dean sourit. « Pourtant, tu n'as pas choisi le silence comme nous tous. »
Raymond n'avait pas besoin de réponse. Dans le couloir, Caleb gardait une photo délavée de Margaret, un pull emprunté, un regard doux, un bébé dans les bras, qui ne pouvait être que lui. Il ne pleurait jamais, mais il lui arrivait de parler par bribes, « Maman, aujourd'hui j'ai appris à faire des œufs » ou « Maman, Émilie et moi avons planté d'autres carottes » ou simplement « Tu me manques ». Cela suffisait. Un samedi, ils allèrent au lac. Raymond avait préparé des sandwichs, Émilie avait apporté un cerf-volant. Caleb s'était affalé près des roseaux, le ciel vaste et clément au-dessus de sa tête. « Tu crois qu'elle serait fière » demanda-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Raymond étudia le reflet de l'eau. « Oui, dit-il, puis plus doucement encore, et je pense qu'elle voudrait que tu saches que tu n'as jamais eu à le mériter. » Ce soir-là, ils préparèrent une soupe ensemble. C'était affreux, les nouilles étaient trop molles, le bouillon trop salé, mais ils rirent. Ce moment désordonné et banal était la preuve de quelque chose de réel et de vivant. Des semaines plus tard, un jour comme les autres, Caleb laissa un nouveau pain sur la table de la cuisine. Pas d'emballage en tissu, pas de transport minutieux, juste une miche prête à être partagée. Raymond en déchira un morceau, tendit le reste à Caleb, et ils mangèrent ensemble dans un silence complice. Pas de fantômes, pas d'orage, juste de la chaleur et l'odeur d'un recommencement. Certaines histoires se terminent par un coup de tonnerre. Celle-ci s'est terminée par le craquement discret du pain partagé, le murmure d'un souvenir libéré de la douleur. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Le silence du tribunal lorsqu'un garçon a dit sa vérité? La miche de pain qui vous a marqué comme un souvenir? Ou la gentillesse constante qui, enfin, a tout changé? Chacun porte en lui ses fantômes, certains plus bruyants que d'autres, mais peut-être que la guérison ressemble un peu à ceci, ne pas réparer ce qui est brisé, mais l'accompagner jusqu'à ce que ses bords soient moins tranchants. J'aimerais savoir, si vous vous trouviez dans ce jardin avec Caleb, Raymond et Émilie, qu'auriez-vous dit? Et si quelqu'un que vous aimiez avait été oublié, comment vous souviendriez-vous de lui? Quel temps fait-il là où vous êtes aujourd'hui? S'il fait beau, apportez toujours des lunettes de soleil, un chapeau et appliquez beaucoup de crème solaire. Les rayons UV sont vraiment mauvais. S'il pleut beaucoup, j'espère que vous ne serez pas mouillé et que vous n'attraperez pas froid. C'est formidable de voir notre public toujours en bonne santé et heureux. À bientôt dans les prochaines histoires.